Donc, un joueur devient challenger si... Je suis curieux de voir les missions pour les 1000 points. Alors ça, les 1000 points, je sais pas. I don't know. Mais ok. Bon, je pense que ce sont les mêmes missions. Hein. Faut pas qu'il y ait de différence. Je pense que les Challenger Cards, ça va rajouter vraiment pas mal de sel dans le game, dans le jeu. Bon, un joueur devient Challenger si, au début d'un tour de bataille, pas du tour de bataille, s'il a moins de points de victoire que son adversaire, et que la différence entre les deux entre leurs points de victoire totaux est de 6 ou plus. Donc quand on dit points de victoire totaux, c'est primaire, secondaire. Plus peinture, évidemment. Mais en tournoi, on est censé être full pain. Salut Trolln, bienvenue à toi. Ça fait un moment, toi, que je t'ai pas vu. Hein? Tu es en vacances? Donc il faut avoir 6 points ou plus de différence avec son adversaire et être le joueur qui a le moins de points de victoire. Ah, ça marche. Ce joueur devient challenger jusqu'à la fin du tour de bataille. Donc ça veut dire que potentiellement, à chaque tour de bataille, ça peut faire une espèce de ping-pong entre les deux joueurs. Donc déjà, maintenant, on sait comment on est challenger. Ensuite, on continue. Quand vous êtes challenger, piochez une carte challenger au début de votre phase de commandement. Okay. Chaque carte challenger présente un stratagème et une mission. Donc si je baisse, je vais vous montrer, voilà, carte challenger, on a un stratagème et en dessous, on a une mission. Hop, je remonte sur le texte. On a une mission. Vous pouvez compléter la mission ou alors vous pouvez utiliser la carte comme un stratagème. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Notez que les deux joueurs utilisent le même deck de cartes Challenger. Donc on va avoir un petit deck de cartes qu'il va falloir mélanger au début de la partie. On le laisse à dispo pour les deux joueurs. Et lorsque l'un des deux joueurs aura moins de points de victoire que l'autre, mais au moins un total de 6 points ou plus de différence, au début de sa phase de commandement, il pourra piocher une carte Challenger. Et sur cette carte, utiliser soit le stratagème qui est en haut, soit réaliser la mission qui est en bas. J'ai vite fait regarder, normalement, lorsque vous réussissez la mission totale, vous marquez 3 points de victoire. Parce que certaines vont vous donner un point de victoire pour telle ou telle situation, et donc vous pourrez cumuler 3 points de victoire. Mais il n'y a pas de mission Challenger, on va dire, qui va au-delà des 3 points de victoire, il me semble. Ensuite, on a la fin de la règle ici. Ma première lecture, je n'avais pas pigé ça comme ça. En fait, le principe est pas si mal, alors qu'au départ, je trouvais ça naze. C'est ça. Moi aussi, quand on avait lu la carte, t'es là, tu fais, c'est un peu fort et tout. Au final, c'est l'un ou l'autre, tu vois, et c'est un peu une carte à usage unique. Donc j'aime bien. Les règles ne peuvent pas changer le coût du stratagème. Donc du coup, les auras de Vect ne fonctionnent pas. Salut French. Donc on peut pas Vect un stratagème d'une carte Challenger. Et les règles qui génèrent des points de commandement lorsqu'un stratagème est résolu ne peut pas vous rapporter des points de commandement via le stratagème de la carte Challenger. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors, là, comme ça, vu qu'on est sur un live, au tac, j'ai pas vraiment d'exemple, je crois, de stratagème de la carte Challenger. Alors, en tout cas, quand on utilise un stratagème qui ferait gagner des points de commandement. Ah, si! Mince. Genre, quand vous utilisez un stratagème, vous lancez un dé sur 5+, vous gagnez un PC. Ça peut être ça. Et donc, vu que vous utilisez un stratagème de la carte Challenger, on pourrait penser que ce serait possible. Donc là, c'est bien qu'il clarifie dans cette règle comme quoi ce n'est absolument pas possible de gagner des points de commandement
grâce à l'utilisation en fait du stratagème de la carte Challenger. Kéros, je crois qu'il a changé Kéros. Sous son ancien profil, peut-être, ouais, quand tu... Enfin, non, tu réduisais... C'était quoi? Ah oui, si tu faisais un stratagème à X pouces de lui sur une unité démon, tu lançais un dé et tu pouvais regagner un PC. Mais maintenant, il gagne juste un PC flat et il a gardé sa zone de vect. Donc Kéros, l'ancien Kéros, oui, potentiellement. Dans tous les cas, ce n'est pas possible de générer un point de commandement avec le stratagème d'une carte Challenger. Donc ça, c'est cool qu'ils aient vraiment bien clarifié ce côté-là. Et enfin, le dernier paragraphe. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas utilisé le stratagème ou complété la mission, défaussez la carte. Donc littéralement, si vous êtes deuxième joueur, vu que c'est au début du round de bataille, mais c'est seulement au début de votre phase de commandement, je crois, que vous piochez. Hein. Ouais, c'est ça, au début de notre phase de commandement. Donc littéralement, la carte Challenger n'est utilisable que pendant notre tour. Ouais, les guerriers Votan, t'as aussi, je crois que c'est le Voxcaster, je crois, dans l'Astra Militarum. T'as aussi, t'as une option sur l'impulsor où les unités à 6 pouces de lui, si tu utilises un strat sur 5+, tu peux regagner un PC. Enfin voilà, il y a pas mal de règles. Et clairement, du coup, la carte Challenger, elle est vraiment utilisable que pendant votre tour. Donc, si vous avez la malchance de piocher une carte dont le stratagème ne va pas vous intéresser et vous n'allez pas pouvoir remplir la mission, c'est un peu échec. Donc, quelque part, faut prendre un petit peu en compte ces fameuses cartes de mission, parce que bah, ça peut vous offrir des petits points de victoire supplémentaires. Et quand on voit, par exemple, si je sais pas, vous avez 6 points tout pile de différence, vous piochez une carte, vous regagnez 3. Des fois, 3 points de victoire, ou si au cours de la partie, vous résolvez 2 cartes de mission Challenger, ça peut faire 6 points. Et 6 points, c'est 1 point sur 20, j'ai envie de dire, sur le format WTC. Et des fois, 1 point, bah, ça fait une belle diff. Donc, je suis pressé de découvrir ce que font ces cartes Challenger, pour le coup. Après, je ne garde pas. Alors, ah oui, si, autre chose. Je crois que je ne l'ai pas mis dans le PDF, là. Je vais quand même vous le montrer parce que ça me semble important. Hop là, je vais enlever ça. Je vais vous le drop directos sur le logiciel. Paf, c'est ça. Voilà. Donc, de ce que je comprends, on marque toujours 50 points de victoire de primaire, au mieux. 40 points de secondaire, avec une petite étoile qui nous dit si vous utilisez les missions fixes, 20 points maximum par mission fixe. Donc ça n'a pas changé. Les Challenger Cards, on peut marquer que 12 points maximum. Et on a toujours le Battle Ready à 10 points. Et alors ici, ils mettent, mais je crois que c'est une virgule, c'est pas un point, donc il nous manque une partie de la phrase. On est dit, votre score ne peut pas excéder 90 points de victoire pour vos missions primaires, mais j'ai l'impression que c'est une virgule en bas à droite, et j'arrive pas très bien à voir. Donc, et vu que le texte, il est flou, enfin, il est flou, il n'est pas complet. En tout cas, ce qui est important, c'est que du coup, les cartes Challenger, on peut pas mettre plus de 12 points. Il faudrait voir parce que au niveau des règles, ils nous disent que c'est quand. Hop, je vous l'enlève, je vous remets le PDF. On nous dit c'est. Ok, c'est dès le tour 1. Bon, au début du premier round de bataille, il y a 0-0, donc il y a 10-10 pour les points de peinture. Donc en fait, c'est à partir du tour 2, 3, 4, 5, donc ouais, ça fait 4 tours. Donc en vrai, si vous faites une mission Challenger, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, bah, ça vous fait vos 12 points de victoire. Je vois pas trop comment on pourrait dépasser le total de 12.
Ouais, c'est ça, 3 par ronde, 4 derrière. 4 fois 3, 12. Ça, ça doit dire pas plus de 90 pour vos primaries, secondary et challenger. Je pense aussi. Je pense aussi, ouais, par rapport à ça. Tac. Parce que oui, le total challenger card, secondary mission et primaire ne peut pas excéder 90 points. C'est vrai que si on fait 50 plus 40 plus 12, bon, on est déjà à 102. 112 avec le Battle Ready. Donc ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Allez, la première carte Challenger. Alors bon, d'abord, je vous montre la partie stratagème et après, je vous montre la partie mission. D'accord? Puisqu'il faut choisir entre les deux. Et on a bien le or ici pour choisir entre les deux. Alors, si on pioche Pivotal Moment pour 0 PC, c'est à notre phase de mouvement une unité de votre armée. À la fin du tour, votre unité est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a avancé ou battu en retraite. Et en vrai, c'est fort. Avance, tire, charge, désengage, tire, charge. Dans une armée où vous manquez un petit peu de mobilité, en vrai, c'est fort. Ou alors, si vous avez juste un stratagème de base dans votre détachement qui vous permet peut-être de désengage, tire, charge, et vous n'avez pas d'avance, bah potentiellement, si vous la piochez, ça vous fait une petite, un petit cadeau surprise. Donc, sympa. En vrai, sympa. Après, évidemment, hein, faut avoir la chance de la piocher. Parce que si vous roulez sur votre adversaire, vous l'aurez jamais. Hein. Oubliez pas. Et donc la mission, donc soit on a un advance désengage tir-charge ou un avance tir-charge, ou alors à la fin de notre tour, une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites ce tour, 3 points de victoire. Alors faut voir comment est avancée la partie, comment elle est. Et pour l'instant, cette carte, elle est très bonne. 3 points de victoire pour un kill. En gros, c'est un no prisoner, mais pas à 2 points, à 3 points. Bon, franchement, très bien. Ensuite, on va voir Great Haste. 0 PC, toujours notre phase de mouvement, une unité de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour bouger à cette phase. À la fin de la phase, ajoutez 6 à la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Oui. Donc en gros, si vous faites une avance, parce que c'est pas écrit si c'est pour un normal move ou autre, donc du coup, si vous faites, enfin, si vous avez la capacité d'advance et charge, en gros, vous bougez plus 2d6 plus charge. Et en vrai, franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Over the Line. Ah, c'est ça, c'est ajouter des 6 pouces. Si t'es en fixe, oui, 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 tu as quand même les cartes Challenger, sans aucun problème. J'ai dit 6 pouces, j'ai pas dit D6. Alors, désolé, hein, je pensais clairement des 6 pouces. Hein. C'est aussi gros sur mon écran que sur le vôtre, donc c'est juste un défaut de langage. Et oui, JJJ, du coup, j'ai répondu. C'est oui. Du coup, à la fin de votre tour, merci beaucoup pour le follow, Weirlish. Weirlish, ouais. Bienvenue à toi. Mais non, c'est pas follow, c'est un abonnement. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu apprécies ces cartes Challenger. Du coup, fin de notre tour, une ou plusieurs unités de votre armée, en excluant les aircraft et Battle Shock, est à portée de la zone de déploiement adverse. Donc ça peut... J'ai l'impression que c'est des espèces de... Les Challenger missions, des espèces de missions secondaires qui existent déjà. Ouais, j'ai vraiment l'impression, parce que l'autre, avant, ça faisait très no prisoner. Il y a un côté establish locus, où il faut être within opponent's deployment zone. Parce que le behind enemy lane, c'est Willy within.
OK, donc pour l'instant, c'est j'aime bien. Et tout ça, c'est pour le jeu compétitif aussi? Oui, Sing. Oui, oui. Ça, en gros, les challengers, ça va remplacer les missions secrètes. Et je trouve que c'est plus intelligent de faire ça comme ça que des missions secrètes. Alors, all-in. À notre phase de combat, donc pour 0 PC, une unité de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour combattre. À la fin de la phase, OK, on gagne un peel-in et une conso de 6 et en plus, nous n'avons pas besoin de finir notre mouvement aussi près que possible de la figurine ennemie la plus proche, du moment qu'on finit, plus proche de l'unité ennemie la plus proche. OK. Donc c'est pas qu'on peut aller, n'importe où, n'importe comment. Il y a quand même, l'unité ennemie la plus proche, mais on n'est plus obligé d'aller forcément vers la figurine ennemie la plus proche. Donc ça peut, libérer pas mal de mouvements, notamment pour aller, hop, voler un petit objectif primaire. Donc all-in, OK. La mission, donc votre phase de tir, une unité de votre armée, à la fin de votre tour, si cette unité est à plus de 18 pouces de toutes les unités ennemies, vous marquez 3 points de victoire. C'est une action, OK, que tu lances. À la fin de votre tour, si cette unité est à plus de 18 pouces de toutes les unités ennemies, vous marquez 3 points de victoire. Ça m'a l'air d'être assez facile pour ceux qui ont des unités qui sont capables de repartir en réserve. En fait, ça, c'est une action qui est à votre phase de tir. Donc ça veut dire, par exemple, des scouts, des rôdeurs, ou les factions Imperium avec une Calidus, fin du tour adverse, hop, je repars en réserve. À la fin de ma phase de mouvement, durant l'étape de renfort, hop, elle revient chez moi, je la mets au fond de de ma ligne arrière, je lui fais faire l'action, fin de mon tour, elle est à plus de 18 pouces de toutes les unités ennemies, bim, je marque 3 points. Donc ça oblige quand même à avoir une ressource pour faire une action. Donc si en plus, sur le même tour, vous piochez, je sais pas, Recover Asset, Establish Locust, c'est un peu chiant, je dois avouer. Mais franchement, elle me semble facile à faire. Peut-être pas toutes les factions, parce que tout le monde ne peut pas forcément revenir en réserve heu et FEP. Donc à voir. Et je pense que toutes les listes un peu compétitives ont ce genre de capacité, ou en tout cas de figurines qui restent à l'arrière pour créer juste un écran et faire un anti-faible, ce qui fait qu'ils sont souvent à plus de 18 pouces des unités ennemies. Donc finalement, même si vous n'avez pas ces unités qui repartent en réserve, voilà, la mission peut quand même être validée. À partir du moment que c'est une unité évidemment, hein, qui est éligible pour faire une action. Alors ça, c'est un troisième truc, Signe. Hop, je te montre vite fait. Hop, j'enlève ça. Tac, tu vois? Ça, c'est le nouveau tableau de scoring. Je vous l'agrandis un peu. Donc tu vois, tu as, en fait, tu marques maximum 50 points de primaire, 40 points de secondaire, 12 points de carte challenger. Tu as toujours le battle ready à 10 points. Mais maximum dans les primaires, secondaires et challenger cards, en tout, tu ne peux pas faire plus de 90 points. Une fois que tu arrives à 90 points avec ces 3 capacités de scoring, bon, bah, tu au max. Tu as fait une belle game. Voilà. Joker. Joker, tu trolls. Joker, tu trolls. Bah, tu sais quoi, Joker? Je t'invite à aller sur, il me semble pas que ça ait changé. Tu peux aller sur la puissante chaîne YouTube, la meilleure chaîne YouTube 40K. Tu vas dans, ma vidéo de règles sur la phase de commandement, tout ça, et tu auras ta réponse sur les actions. De ce que j'ai vu, ça n'a absolument pas changé. Je peux essayer de vous retrouver ça. Et linchpin. Hop, bah, je vais le mettre là-dedans, linchpin. Là, je vous la mettrai en stream.
Est-ce que c'était là qu'il j'ai vu ça? Je sais plus où je l'ai vu. C'est sur le post Reddit. Essaie de fouiller un petit peu dans les liens du post Reddit. Hop, je vous le remets dans le chat. Et normalement, tu as tout le livret à un moment donné. Voilà, voilà. Bon, allez, on avance. Force Bridge. Donc, c'est quoi? C'est Force in Breach. Donc, à notre phase de mouvement, unité de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour bouger à cette phase ou jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que votre unité fait un mouvement normal d'avance, peut bouger à travers les figurines et les éléments de terrain. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ça peut être cochon suivant l'armée que c'est, hein. Parce que ça, du coup, ça veut dire que bon, Space Wolf, un gros pack de 6 Thunderwolf peut traverser un mur. Ça veut dire, je sais pas, chez les Zika, bah, les armigères peuvent traverser un mur, ou les gros Zika aussi, sans faire de test. Ça peut être un tank ou un monstre. Ok, ouais, ça peut faire de sacrées surprises, ça. Très très bon, excellent. Je pense que celui-là, ça peut vraiment être pas game breaker, mais ça peut un petit peu contrebalancer une game. Suivant bien sûr la liste et l'armée, hein. Si vous êtes, je sais pas, culte Genestealers, vous avez 0 véhicule et que de l'infanterie, vous êtes là en mode bah, je vais peut-être faire la mission, on va aller voir ce que c'est. Ça permet quand même de traverser les figurines, donc ça permet de traverser les cordons. Effectivement, il manque Charge Phase, mais franchement, il y aurait Charge Phase, ce serait vraiment pété. Donc c'est déjà bien pour la phase de move. À votre phase de tir, une unité de votre armée qui n'est pas à portée de votre zone de déploiement et qui est entièrement à 9 pouces d'un ou plusieurs bords du champ de bataille. Donc c'est une action aussi, vous la complétez, c'est 3 pouces. Ok, c'est un mini containment, en vrai. C'est exactement ça même, c'est un mini containment. C'est très très bon. Excellente cette carte là. Franchement, sur la situation entre Force Breach et Secure Extraction Zone, mon cœur balance. Ensuite, on a une Renewed Focus. Votre phase de tir ou phase de combat. Unité de votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour tirer ou combattre. À la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine de votre armée fait une attaque, relancez les 1 pour toucher, les 1 pour blesser. Oh, ça peut être fort sur des unités qui ont accès à aucune relance. Par exemple, les World Eaters, en pensant à Joker. Ou même aux... Ah si, ils ont accès à des relances blesses quand même. Mais je pense aux Custodes, pour le coup. Bref, il y a pas mal de factions comme ça. Et sinon, la mission, c'est à votre phase de tir. Unité de votre armée qui est à plus de 15 pouces. Toutes les unités de votre armée, vous gagnez 3 points de victoire. Celle-ci, elle est un peu plus chaude, hein. Sauf si vous arrivez dans la zone de déploiement adverse, parce que vous avez laissé un petit trou. Non, c'est assez chaud, hein. Angron aura une reroll, ouais, Joker. Lance en touche blesse. Ensuite, on a Strategic Retreat. Pour 0 PC, toujours. Au début de votre phase de tir, une unité de votre armée, en excluant les monstres et les véhicules, donc une unité de votre armée n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, vous pouvez la remettre en réserve stratégique. Ok.
Ah mais ils sont bons, hein. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas une seule carte qui est mauvaise. Zone défense, Any Battleground. Alors, à la fin de votre tour, pour chacune des aires suivantes, une ou plusieurs unités de votre armée, en excluant les aircraft et les unités Battle Shock, sont entièrement à portée de cette zone. Donc, c'est combien il y a de cartes Challenger? Je crois qu'il y en a 9 ou 10. Attends, combien j'en ai là? 9. Il y en a 9. Donc, vous marquez un point de victoire si vous avez une unité qui est entièrement dans votre zone de déploiement. Un point de victoire si vous êtes entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille. On vous précise bien, hein, il faut être wholly within de cette aire. Hein. Il faut être entièrement dans le No Man's Land. Donc en gros, si vous avez une unité qui est entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille, vous êtes en même temps entièrement dans le No Man's Land. C'est déjà 2 points, ça. Vous êtes entièrement dans la zone de déploiement adverse. Donc là, on a un espèce de mélange entre Recover Asset et Area Denial. Qui est déjà bien, étant donné que seulement 4 dans un match. C'est ça. Bah, admettons, ouais, parce que 4, ça peut pas être 4 et 4. Parce qu'on détermine le challenger au début du tour de bataille. Donc, un seul joueur par tour de bataille peut être challenger, et c'est forcément à compter du deuxième. Parce que dès le début du premier tour de bataille, bah, vous êtes ex aequo. Donc, on nous dit pour un maximum de 1 point de victoire par unité. Ah, les cachotiers. Donc, du coup, une unité qui est entièrement à 6 pouces du centre ne peut pas scorer le No Man's Land. Ok. Ah, c'est bien qu'ils aient fait ça. Ah, franchement, là, pour une fois, c'est bien pensé. Là, je peux... pour une fois, je critique pas Games. Ils y ont pensé, c'est bien. Donc, faut bien 3 unités. Alors, c'est du positionnement. Hein. Et c'est cool. Ouais, c'est ça. Ou alors, il y en a un qui triche. Ensuite, on a Arbored Power. À votre phase de tir ou votre phase de combat, unité de votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour tirer ou combattre. À la fin de la phase, les armes équipées par les figurines dans votre unité ont hasard 2. Donc c'est à risque en français. Et vous choisissez entre Lethal Hit et Sustain It. Wow. Imagine un mec un gars, un orc qui joue Drain Mob. Bah, je vais prendre Lethal Hit, je vais jouer Arbored Power, comme ça j'aurai Sustain It. Je m'en fous d'être double à risque. J'ai l'habitude. Let's go. Ok, bon, pas mal. Pas trop mal. Même si le Harris qui peut être un peu relou, mais je sais pas, si vous jouez des Inceptors, bah vous en foutrez d'être Harris parce que vous l'êtes déjà si vous surchargez. Oh, franchement, c'est cool. Pour l'instant, les stratagèmes sont vraiment sympas. À la fin de votre tour, pour chaque marqueur objectif que vous contrôlez, vous marquez un point de victoire. Ça me fait penser un peu à l'ancienne bannière où c'était un point de victoire. Par objectif, vous aviez mis une bannière en V9. Donc ouais, là on a une espèce de Secure No Man's Land, Extend Battle Line, un peu. Ou Storm Hostile Objectif. Ah, ok. Je pense que 3 points de victoire sur celui-ci. Je pense que c'est peut-être la mission la plus relou, parce que si vous êtes Challenger, c'est que vous êtes déjà un petit peu en dessous de votre adversaire. Donc peut-être que capturer 2 objectifs, c'est jouable. 3, sans prendre la foudre, c'est un peu plus difficile. Et si en plus vous la piochez, genre tour 5, et vous jouez le scénario des objectifs alpha et oméga, vous êtes bien dégoûté. Ça veut dire que vous pouvez faire... Ah mais attendez, non, vous pouvez aussi contrôler chez vous. Il n'y a pas de... Ouais, non, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez contrôler chez vous. Donc vous contrôlez chez vous, ça fait 1 point. 1 dans le No Man's Land, ça fait 2. Et après,
Vous en avez un autre. Ah, au final, si, c'est jouable, le 3. Vous maintenez le contrôle chez vous. Je pense que 2 points, vous pouvez assurer le 2 points. C'est comme si vous aviez un Extend Battle Line, vous contrôlez chez vous et un dans le No Man's Land. Et le 3 points peut être un peu compliqué, parce que du coup, il faut aller chercher un deuxième objectif, soit chez lui, soit dans le No Man's Land. Et donc, il faut forcément amener des ressources. Sauf si vous jouez à un MSU Eldar et vous avez 25 unités dans votre liste que vous pouvez sacrifier sans aucun souci. Sympa, sympa, sympa. Opportunistic Strike, frappe d'opportunité. Donc, phase de tir, votre phase de tir, évidemment. Unité de votre armée qui n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Sélectionnez une unité ennemie qui n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de votre armée et qui est à 6 pouces et visible de votre unité. Ok. En gros, c'est une mini-grenade. Enfin, c'est... Oui, c'est ça, 6D. Non, c'est une grenade à 6 pouces. Oh, ça peut être pas en vrai. Parce qu'il n'y a pas de maximum. Comme la grenade, en fait. Hein. Donc, vous pouvez très bien, avec une belle chatte, de faire 5-6 BM. Mais en général, 3, plus une grenade supplémentaire. Eh, c'est fort, hein. Vous faites pour 0. Hop, je te mets 3 BM. Pour un PC, je te grenade, je te remets 3 BM. Ça peut être un peu violent. Ça peut être un peu violent. Surtout si vous affrontez une armée d'élite, type Custodes, et qu'il a plus de Feel No Pain parce qu'il a déjà claqué. Ça peut être assez violent. Onze 9 à 10-10, je sais pas trop, JJ. Mais ouais, signe double grenade. Salut Auriel! Regardez la Warhammer Skull et review le tout en direct. Ah, il y a la Warhammer Skull, pas du tout. J'étais parti pour juste faire les cartes Challenger et les missions primaires, voir les changements. Mais je sais pas quand est-ce que ça a lieu, le machin là. Ah, c'est peut-être déjà en cours? C'est déjà en cours. Ah non, starting soon. Ah, ça start dans 2 minutes, donc je sais pas. 18h, oui, non, non, parce que là, on n'a pas fini. Oui, il y a eu quelques changements appréciés dans les secondaires, le Warhammer Skull. Ok. Non, 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 moi, je vous enverrai chez Crazy, je pense. Je sais pas qui le fera. Après, c'est du jeu vidéo, donc à part... Je crois qu'ils vous ont annoncé un Space Marine 3 ou un Dawn of War Remastered, il me semble. Comme ça. Ouais, bon, ok, s'il annonce un Space Wolf. J'irai voir. Bon, allez. Fin du tour, une ou plusieurs unités, figurines ennemies de one or more enemy models from two or more different. Okay. Une ou plusieurs figurines ennemies venant de 2 ou plusieurs unités différentes sont détruites ce tour. Ensuite, détruire 2 figurines ennemies. Oh, c'est jouable ça. Hein. Ça peut aller avec Brigade Dawn, Assassinat. Ça se complète bien. Je crois pas qu'il parle du Wargame dans le Warhammer Skull. Bon, c'est pas grave, écoutez, ce qu'on fera, j'irai voir, mais je vous promets pas de... Ensuite, on a le Burst of Speed à la fin de la phase de tir, une unité de votre armée, en excluant les unités qui ont fait un move à cette phase et qui ont bougé à cette phase. Okay. Votre unité peut faire un mouvement normal de D6 pouces. Il ne peut pas rebouger à cette phase.
Ok, ça vous donne un espèce de tir et move, qui est plutôt appréciable. Par contre, ça peut être un peu pété, hein, parce que tu le pioches au début de ta phase de commandement. Oh tiens, je peux bouger. Je peux tirer et ensuite bouger. Que c'est une unité qui n'a pas encore bougé à cette phase, donc on est à la phase de tir à ce moment-là. Donc en gros, tu peux faire FEP une unité à 9 pouces. Fin de ta phase de tir, tu utilises le Burst of Speed, tu bouges de D6 et du coup tu raccourcis ta charge. Parce qu'ils te mettent pas que tu peux pas charger. Ils te disent juste que tu peux pas rebouger à cette phase, mais c'est la phase de tir. Même si on en est à la fin, ça reste la phase de tir. Donc c'est plutôt fort. Non, Real Challenger, c'est quand tu as un joueur au début du tour de bataille. Tu regardes, déjà c'est de 1 le joueur qui a le moins de points de victoire. Et il faut que la différence entre les deux joueurs au niveau des points de victoire totaux soit de 6 points minimum. Ensuite, focuser d'effort. À la fin de votre tour, les figurines dans 2 ou plusieurs unités de votre armée ont fait une ou plusieurs attaques contre la même unité ennemie à ce tour. Et les figurines de cette unité ennemie ont perdu un ou plusieurs points de vie résultant de vos attaques. Vous marquez 3 points. Donc il faut que 2 de vos unités tirent sur la même unité ennemie et fassent perdre au moins un point de vie. Pour faire 3 points de victoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah, t'as 6 de différentiel. Tu peux marquer 3 de plus en plus de tes missions sur le tour. Mais du coup, si tu remontes par rapport à ton adversaire, si c'est lui qui a un différentiel de 6 points, du coup, c'est lui qui redevient le challenger pour ce tour de bataille. Et donc, lui aussi, il va pouvoir scorer 3, tu vois. Donc, il y a un espèce de ping-pong, comme ça. Combattre avec un détachement Spaceball. Bon. Ah oui. Oui, avec le plus un touche, plus un bless. C'est la saga du Hunter où tu as besoin d'avoir 2 unités qui s'attaquent à la même pour avoir un bonus. Mmh. Ah bah, bah, si tu les lis. Il y a une erreur sur ça là. Là, je vois la diff. J'ai l'impression qu'il y a une diff. Alors, quand à la fin de votre phase de commandement ou à la fin de votre tour, si c'est le 7e tour de bataille et que vous avez commencé. Si le joueur contrôle pas l'objectif marqueur dans sa zone de déploiement, il score 3 points de victoire pour chaque marqueur objectif. Ça n'a pas changé. Et si le joueur dont c'est le contrôle le marqueur objectif, il marque 3 points de victoire pour contrôler chaque objectif marqueur et 5 points de victoire. Ah ouais, pour contrôler son marqueur et 5 pour chaque autre objectif marqueur qu'il contrôle jusqu'à une victoire. Ça n'a pas vraiment changé. Alors attention, signe, hein, parce que ta carte Challenger, tu la défausses à la fin de ton tour. Si tu n'as pas utilisé le stratagème ou effectué la mission, fin de ton tour, tu le défausses. Donc c'est vraiment, tu l'utilises que pendant ton propre tour. Je crois pas qu'il y ait de changement par rapport à ça. C'est exactement le même, ok. Purge faux. Chaque joueur marque 4 points de victoire. Donc ça, c'est à la fin du tour de bataille. 4 points de victoire si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites à ce tour. Donc ça change pas et c'est ça qu'on peut scorer au début dès le tour 1. Par contre, les autres, on peut scorer qu'à partir du tour 2. Donc celui-ci, c'est fin du tour de bataille. Chaque joueur marque 4 points de victoire.
si plus d'unités ennemies ont été détruites que d'unités amies à ce battle round. Un des deux joueurs. Et enfin, à partir du deuxième tour de bataille, à la fin de la phase de commandement, ou à la fin du tour, si on est et que nous avons commencé en deuxième, on marque 4 points de victoire si on contrôle plus de marqueurs objectifs, enfin, si on contrôle un ou plusieurs marqueurs objectifs, et on marque 4 points de victoire si on en contrôle plus que notre adversaire. Pas changer non plus. Il me semble qu'il y a quand même des modifications hein, dans les... donc on choisit aléatoirement, on sélectionne, ouais. Sélectionne 2 objectifs différents dans le No Land. Il y en a un qui sera l'alpha, l'autre l'oméga. L'alpha part du champ de bataille, il est retiré au début du tour 4 et l'oméga est retiré au tour. Donc il reste dernier objet. Fin de phase de commandement, fin du tour. Joueur. Dépendamment du tour, c'est 5 points de victoire du deuxième et troisième. 8 points et 15 points. Pas changer. Scorched Earth. Donc votre phase de tir. À partir du deuxième tour de bataille. Unité de votre armée à portée d'un marqueur objectif qui n'est pas dans votre zone de déploiement à la fin du prochain tour adverse ou à la fin de ça ici. Si vous êtes deuxième joueur, si votre unité est encore à portée de ce marqueur objectif contrôlé, complétez. Quand vous complétez, ce marqueur est dit burn. Le marqueur burn, c'est 5 points de victoire s'il est dans No Man's Land et 10 points s'il est dans la zone de déploiement adverse. Ça n'a pas changé. Et à la fin de la phase de co ou nana, comme d'hab, 5 jusqu'à un maximum de 10 points. Alors, ça n'a pas changé non plus. Burden of Trust. Ah, ça, c'est le guard. C'est le guarding de con, ça. Alors, hop, je vais me le remettre, lui. J'ai dit c'est Burden of Trust. Ok. Déjà, j'avais pas de note sur une note pour compréhensible. Donc, à la fin de la phase de commandement, pour chaque marqueur objectif, joueur dont que contrôle le joueur dont c'est le tour, il peut sélectionner une unité de son armée à portée d'un marqueur objectif pour le garder jusqu'au début de son prochain tour. Donc là, normalement, on peut sélectionner une unité par marqueur objectif que l'on contrôle pour le garder. À la fin de la phase de commandement, donc fin de la bataille, blablabla, le joueur dont c'est le tour score 4 points de victoire pour chaque marqueur objectif qu'il contrôle qui n'est pas dans sa zone de déploiement. Et la deuxième manière pour scorer, à la fin de chaque tour de joueur, l'adversaire du joueur dont c'est le score 2 points de victoire pour chacune de ses unités en excluant les sont à portée d'un objectif qu'il garde, qu'il contrôle. Donc, début de ma phase de contrôle des objectifs, je choisis une unité, je lui dis tu gardes. Fin de ma phase de je marque des points de victoire parce que je... Ensuite, c'est à la fin de mon tour. Donc, fin de mon tour arrive. C'est l'adversaire qui va scorer ses 2 points de victoire par unité qui garde et qui contrôle un objectif. Et moi, je vais devoir attendre la fin du tour du joueur adverse. Ce sera son tour. Et l'adversaire du joueur dont c'est le tour, c'est moi. Et donc, c'est là où je vais marquer mes 2 points de victoire d'unité qui garde. Designer note. Le joueur qui commence en deuxième est le premier à pouvoir marquer des points de victoire de cette manière.
Moi, ce serait le deuxième joueur qui serait capable de marquer des points de victoire. Attendez la designer note. Moi, ce serait le deuxième joueur qui scorerait forcément les premiers points de victoire de cette manière. Parce que je suis joueur 1, j'ai des infiltrations. Je peux très bien avoir une unité qui est sur un objectif. Donc à la fin de ma phase de commandement tour 1, je décide d'abord de contrôler l'objet. Que c'est à la fin de la phase qu'on peut contrôler un objet. Salut, consternant. Ah non, mais tu vois, si je suis la logique, c'est à la fin de ma phase de co que je désigne mes unités. Je peux très bien valider le contrôle des objectifs. Ou alors, ils vont peut-être changer une règle dans la manière de contrôler un objectif. Ah mais non, dans le commentary rule, c'est le tout dernier truc que tu dois résoudre, c'est le contrôle des objets. Donc oui, effectivement. Effectivement, c'est le deuxième joueur qui peut scorer. Parce que lui, il le contrôle à la fin de la phase de commandement adverse. Donc du coup, début du joueur 2, tatati tatata. OK. Donc très bien qu'ils aient mis cette, designer note. Ceux qui ne connaîtraient pas le texte. Gun Supply, je crois qu'ils ont rien changé. C'est toujours, voilà, on a un objectif additionnel et avant ce nouvel objectif, on doit bouger de 6 pouces, en gros, dans la diagonale du centre, l'objectif du milieu dans le No Man's Land et de poser l'autre marqueur à 6 pouces du centre du champ de bataille, donc à 12 pouces du centre du premier objectif qu'on a bougé de 6. Salut Pierrot! Pas de souci, avec plaisir. Et du coup, à la fin de la phase de commandement ou à la fin de la bataille pour le joueur, le player dont c'est le tour marque des points de victoire comme suivant et c'est cumulatif. 5 points de victoire s'il contrôle un marqueur objectif qui n'est pas dans sa zone de déploiement. Oh, ça a changé. C'était quoi? Hidden Supply. Hidden Sup Ah, mais attendez. Hidden Supply, c'était pas une mission primaire avant? C'était une règle de mission? Ouais, c'est ça, c'était une règle de mission. Maintenant, Hidden Supply, c'est une mission primaire. Donc ça, déjà, c'est un changement. Là, c'était une règle de mission. Alors du coup, donc ça, pour le coup, c'est tout nouveau. Alors, on marque 5 points de victoire si on contrôle un objectif qui n'est pas dans notre zone de déploiement. Ok. 5 points de victoire s'il contrôle 2 objectifs qui ne sont pas dans la zone de déploiement. Ça fait 10 puisque c'est cumulatif. Que si vous en contrôlez 2, c'est que vous en contrôlez au moins un. Et 5 points de victoire si vous contrôlez plus de marqueurs objectifs que votre adversaire. Oh! Pour ça, si vous voulez faire le mort objectif, vous pouvez contrôler l'objectif chez vous. Dans votre zone de déploiement, ils ne vous disent pas que vous n'avez que celui dans votre zone de déploiement ne fonctionne pas. Comme les 2 premiers crans. Donc vu qu'il y a 6 objectifs, il faut en contrôler 3 dans le No Man's Land et un chez vous. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le mort. Mais ça ne sert à rien de contrôler chez vous si vous en contrôlez pas au moins 2. OK, intéressant. Après,
pense que les gens vont surtout marquer 10 points de victoire. Parce qu'en fait, quand vous avez les 4 objectifs dans la diagonale du No Man's Land, alors la diagonale ou la largeur, longueur, suivant votre zone de déploiement, en fait. En gros, dans le No Man's Land, vous en avez 4. Et souvent, vous en avez 2 qui sont plus proches de vous, et ça forme un triangle. Et souvent, on parle de triangle d'objectifs. Moi, j'appelle ça le triangle défensif. En gros, si vous voulez défendre et scorer le minimum au primaire, il faut contrôler ce triangle. Et donc, si vous contrôlez ce triangle, vous êtes sûr de faire 10 points de victoire au primaire par tour. Et si vous arrivez à le maintenir sous votre contrôle et que vous arrivez à sniper, par exemple, un objectif supplémentaire de l'adversaire, bah, ça peut vous amener potentiellement lui que 5 points de victoire et vous les 15 points de victoire. C'est intéressant parce que pour les listes d'armées qui sont capables de faire de ce que j'appelle les petites bombes d'OC, donc de contrôle d'objectifs, c'est-à-dire des petites unités de 5 figurines qui ont au moins OC2 pour faire 10 d'OC d'un coup, vous pouvez vous amuser comme ça à aller prendre un objectif à l'adversaire pour qu'il ne score que 5 et vous par contre 10 et faire un différentiel. Ok. En espèce, on dirait une sorte de take and hold. C'est peut-être ça, c'est peut-être take and hold qui va disparaître. Attendez, on a un exploit. Ah non, take and hold, il reste. Ah bah je sais pas ce qui va partir. On verra après. Alors, Unexploded Ordnance, c'est sûrement le scénario. Tout le monde déteste. Oui, 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 Hidden Supply, c'est là où tu as 6 objectifs. Parce qu'ils t'ont laissé en gros la règle de mission dedans. Que l'on connaît déjà. C'est juste qu'ils t'ont maintenant, ça devient une mission primaire. Ce n'est pas qu'une règle de mission. Alors, un Exploded Ordnance, je disais, c'est l'ancien, ce qu'on appelle le Servo Skull, que tout le monde déteste. Je vais aller chercher un Exploded Ordnance. Alors, pour l'avoir fait jouer à Bataille pour Atlanta, donc mon premier tournoi TTS, c'était durant votre tour, vous devez contrôler l'objectif, vous lancez une action qui vous permet à la fin de votre tour de repousser à X pouces, ouais ça c'est 6 pouces, l'objectif, ce qui fait que en fait vous scorez des points sans contrôler les objectifs. C'est-à-dire que la manière dont vous marquez vos points de primaire sur ce genre de scénar, c'est en fonction de la distance où il se trouve par rapport à la zone de déploiement adverse. Mais vous avez besoin de contrôler l'objectif pour lancer l'action. Donc, il y a quand même cette histoire de contrôle. Et c'était assez marrant parce qu'en plus, je l'avais stream la partie. C'était, je sais plus qui affrontait, mais c'était un joueur Thousand Suns. Et le problème, c'est que les Thousand Suns, pour être full reroll bless, il faut que tu contrôles l'objet, enfin, que l'adversaire contrôle l'objet pour être full reroll bless. Sauf que dans ce scénario-là, vu que tu pousses les objectifs, tu les contrôles plus à la fin de ton tour. Donc pendant le tour, Thousand Suns, il les relance des 1 pour blesser. C'est tout. Il était dégoûté. Clairement, sa létalité a drastiquement baissé. Alors, Move Hazard. Donc, c'est une action à votre phase de tir, une ou plusieurs unités de votre armée, chacune à portée de différents marqueurs objectifs Hazard. Donc, Start of the Battle, ils vous disent que chaque marqueur objectif dans le No Man's Land deviennent des objectifs Hazard. Donc, l'objectif chez vous, ça sert à rien de le pousser. Hein. Mais ça, c'était déjà le cas, il me semble. Ouais, c'était déjà le cas. Donc, vous lancez votre action à la phase de tir, une ou plusieurs unités qui sont chacune à portée d'un objectif marqueur hasard différent que vous contrôlez. À la fin de votre tour, si l'unité performe l'action et est toujours à portée du même marqueur objectif hasardeux, c'est le même wording, et que vous contrôlez ce marqueur, du coup vous complétez, et quand vous complétez, vous pouvez bouger chaque marqueur hasard de 6 pouces. Quand vous le faites, ce marqueur objectif ne peut pas finir un mouvement par-dessus n'importe quel autre marqueur objectif tout court ou figurine, ou à l'intérieur d'un terrain infranchissable.
Ok, bah ça n'a pas changé. En termes de scoring, on est toujours à 8-5-2. Et les portées, c'est toujours Wholly Within Opponent. Donc c'est entièrement dans la zone de déploiement adverse, c'est 8 points pour chaque objectif que vous avez mis dedans. 5 points si vous êtes à 6 pouces de la zone, si vous êtes entièrement à 6 pouces de la zone de déploiement adverse, et entièrement à 2 points si vous êtes entièrement à 12 pouces. Il me semble qu'en plus, si vous êtes en aube de guerre, que personne ne touche aux objectifs, il me semble que les deux joueurs marquent 6 points de victoire par tour, au primaire, parce que chaque objectif est entièrement à 12 pouces de la zone de déploiement de son adversaire. Il me semble. Je crois que dans Bataille pour Atlanta, on avait calculé ça, parce qu'ils avaient changé la profondeur. C'est quoi? C'est 60 par 44. 44 moins 24, ça fait 20 pouces. Donc c'est ça, ça fait que chaque marqueur, si vous êtes en aube de guerre, est entièrement à 12 pouces de la zone de déploiement adverse. Je trouvais ça très drôle. Je verrai en replay grâce à mon super abonnement, pas de soucis, Latania Fox. Nika, contre ce scénar, j'ai pleuré. Et c'est vrai que lui, il arrive, 8 dossiers, je fais l'action. Allez hop, ça dégage. Bon, ça, c'est un scénario qui avantage pas mal le joueur 1, je trouve. Ensuite, Tekken Hold, bon, ça n'a pas changé, je pense. 5 points, 15 points max. C'était 15 points aussi avant, c'était pas 10? À tout hasard. Et puis en tête, non, c'était 15 points. Ok. Bah, du coup, maintenant, ça veut dire que Tekken Hold ne peut pas être avec Hidden Supply, puisque Hidden Supply n'est plus une règle de mission. Donc, j'ai pas les règles de mission, donc faudra voir un petit peu ce que ça donne. Terraformation. Ah! Lui, je l'aime bien. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. C'est vrai que c'est très joueur 1 dépendant. Donc, terraforme. C'est une action à votre phase de tir. Une ou plusieurs unités de votre armée, chacune à portée d'un marqueur objectif différent, qui n'est pas dans votre zone de déploiement. Ça peut marcher aussi avec l'objectif dans la zone de déploiement adverse. Vous complétez à la fin de votre tour. Attends, on complète? Il fallait pas attendre... Ah, il y a une différence là. Parce que avant ça, l'action se complétait à la fin du prochain tour de votre adversaire. Là, ça se finalise à votre tour. Si l'unité qui performe l'action est toujours à portée du même marqueur objectif et qui contrôle ce marqueur objectif, alors vous complétez. Et si vous complétez, chacun de vos marqueurs objectifs, enfin, chacun de ces marqueurs objectifs est dit terraformé par vous. Si un marqueur objectif était terraformé par votre adversaire, il ne l'est plus. Ah, on peut enlever la terraformation adverse. Ok. Oh. Donc on peut annuler une terraformation. Ah, c'est bien, ça c'est un excellent changement. Parce qu'avant, vous ne pouviez pas enlever la terraformation. Et si un objectif était terraformé, vous ne pouvez pas, enfin, à l'heure actuelle, on ne peut pas terraformer un objectif qui l'est déjà. Donc ça donnait un gros avantage au premier joueur. Surtout s'il y avait des infiltrations, il faisait bah, c'est à moi de jouer, terraformation, puis c'est à vous de jouer. Et si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs rapidement pour lui annuler l'action en détruisant l'unité, par exemple, et bah, du coup, l'objectif était terraformé, puis maintenant, bah, vous ne pouviez plus terraformer, et lui, il marquait, je crois, c'était 2 points de victoire par objectif, terraformé. Donc ça pouvait être très problématique. Et donc, ce changement est bienvenu. Par contre, un objectif qui est terraformé, si vous faites l'action, ça annule juste la terraformation adverse. Ça ne terraforme pas pour vous. Donc ça veut dire qu'il faudra à un autre tour refaire la terraformation. Mais au moins, ça permet de neutraliser les points. Donc, et ça reste un petit avantage au premier joueur, mais vous pouvez lui contester, en fait. Oui, la terraformation se finit à à la fin de notre tour. Donc vraiment, elle se finit à la fin de votre tour, et en gros, si l'adversaire ne vient pas, bah, vous allez pouvoir engranger des petits points. Mais au moins, il y a plus de solutions pour le joueur adverse afin d'annuler votre terraformation. Donc à partir du deuxième tour de bataille, la fin de la phase de commandement où
fin de la bataille si vous êtes deuxième joueur au 5e tour. Le joueur dont c'est le tour marque 4 points de victoire pour chaque marqueur objectif qu'il contrôle, jusqu'à un maximum de 12 pouces. Ça aussi, ça a changé. Avant, c'était 15 points de victoire max en scorant lorsque vous contrôlez les objectifs. Et surtout, c'est pas que les objectifs du No Man's Land. Donc, si vous contrôlez chez vous, c'est 4 points. Et ensuite, en deuxième scoring, ça a nerfé la terraformation. Avant, c'était 2 points de victoire. Maintenant, ce n'est qu'un point de victoire par marqueur objectif qui est terraformé par vous. Ok. Donc effectivement, vous pouvez marquer entre 3 et 4 points de victoire de terraformation si vous contrôlez l'objectif dans la zone de déploiement adverse et les 3 dans le No Man's Land. Ok, ça peut être très très cool. Je trouve que terraformation est bien plus intéressant maintenant. Enfin, maintenant, dans le futur en fait. Je dis maintenant, mais maintenant c'est pas le cas actuellement. Mais tu gagnes à la fin de chaque tour au lieu de seulement à ta phase de co. Ah, c'est vrai. Score à la fin de ton tour, et vu que c'est ton tour, c'est toi qui décides de l'ordre. Donc du coup, fin de ton tour, tu complètes la mission, paf, tu marques un point de victoire de terraformation. Donc effectivement, il y a toujours un petit avantage à être premier joueur, parce que du coup, tu peux YOLO les 3 objectifs du No Man's Land, faire l'action de terraformation, et marquer 3 points de victoire. Pourquoi tu dis 2 points de victoire, signe? Un point de victoire par objectif terraformé, t'en as 3 dans le No Man's Land, plus un avec la zone de déploiement. Mais oui, sinon tu peux aller facilement chercher les 2 points de victoire. Ah, ça reste quand même avantage au joueur 1, hein, parce qu'en fait, le joueur 1, il y va, il fait les actions, il marque ses points de victoire. L'adversaire arrive, il enlève juste la terraformation, fait que l'objectif n'est pas terraformé. Début du tour 2, joueur 1, bah, hop, il reprend le contrôle, il reterraforme, il remarque un point. Ça, c'est dommage. Ils auraient dû mettre le scoring de la terraformation à la fin du prochain tour adverse. Comme ça permet à l'adversaire de pouvoir neutraliser le score. Ah, c'est à la fin du tour, pas de mon tour. Ah non, c'est à la fin du tour que tu complètes, c'est pas off your turn. Ah non, si, end of the turn, c'est ton tour de joueur. C'est pas le tour de bataille. Non, non, c'est bon ce que je dis. Alors, il est marqué. Alors, attends. À la fin de ton tour, enfin du tour de joueur, et performe l'action est toujours en nanana, il complète. Quand vous complétez, chaque objectif marqueur est terraformé par vous. Ok. Si le marqueur objectif était terraformé par votre adversaire, il ne l'est plus. Ah, donc si, tu marques quand même tes points. D'accord, ça dit pas que ça annule la terraformation. Ok, c'est encore plus simple en fait. Donc les deux joueurs ont autant de chances de scorer. Parce que le premier point, ça dit qu'il est terraformé par vous. Et le deuxième point, c'est ça confirme le fait qu'il n'est pas terraformé par votre adversaire. L'adversaire doit revenir, refaire l'action et terraformer Baizem. Ok. D'accord, ok. Bah, my bad, c'est moi qui ai un peu surinterprété la complétion. Donc c'est même combat, joueur 1, joueur 2. Bah, très bien. Franchement, là, du coup, c'est moi qui ai surinterprété. Donc non, c'est très très cool. Bon changement. Pour une fois, on peut dire, enfin pour une fois. C'est vrai que c'est rare, mais faut le dire quand Games Workshop fait un bon travail. Ouais, c'est ça, il y a un tout petit avantage joueur 1, mais en vrai, le joueur 2 peut répondre. Ouais, ça fait, c'est ça. Et encore d'unités sur les autres. Ouais, ok. Alors, rituel, je crois que c'est le dernier. The Rituel. Alors, je vais me mettre l'ancien rituel en vue. On m'a dit qu'il y avait des changements sur le rituel. J'ai bien envie de voir ça.
Alors donc c'est toujours une action, le rituel, à votre phase de tir, unité de votre armée, et elle se complète à la fin de votre tour. Et lorsqu'elle est complétée, vous mettez en jeu un marqueur objectif n'importe où sur le champ de bataille entièrement dans le No Man's Land, à 1 pouce, à within 1 pouce de votre unité, et à exactement 12 pouces d'un autre marqueur objectif dans le No Man's Land, et pas à 6 pouces d'un autre marqueur. Et ça n'a pas changé. Vous marquez à la fin de la phase de commandement, c'est 5 points de victoire pour chaque marqueur objectif dans le No Man's Land que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 15. Changé le machin? On m'a dit qu'il avait changé. Toujours la même connerie. Ah, attendez! On appuie la petite phrase. Attends, c'est trop chelou. Sur le rituel, on appuie la petite phrase qui nous dit quand vous mettez en jeu le champ de bataille, en gros, vous retirez tous les marqueurs objectifs dans le No Man's Land, excepté le plus proche du centre. Ça a disparu. Bizarre, bizarre. Non, ok, bah du coup, je sais pas. Je sais pas s'il faudra retirer. Bah, je pense, hein, il faudra toujours les retirer, mais qu'est-ce qui nous dit dans ce nouveau rituel qu'il faut les retirer? Ah, ou alors il vous les laisse, parce que comme ça peut vous empêcher. Ouais, non, ça peut pas forcément vous empêcher. En fait, ce qui se passait, c'est que vous preniez à 12 pouces du centre, vous mettiez un premier objet, et vous repreniez du même à 12 pouces du centre et à 6 pouces du premier que vous aviez fait, pour qu'avec une seule figurine, vous puissiez contrôler les deux objectifs. Donc je pense que si on n'enlève plus les objectifs dans le No Man's Land, suivant la zone de déploiement, sachant qu'on aura de nouvelles zones de déploiement, certaines un petit peu cheloues, je dois vous avouer, peut-être que ce sera plus possible. Ouais, ça va être un peu plus technique, exactement, le troll. Maximum d'objets neufs dans le No Man's Land. Ok. Faudra voir, du coup. Je pense, ouais, c'est pour limiter un peu ce côté où avec une figurine, vous contrôlez... Allez, je fais le Marseillais. 50 objectifs. Ouais, c'est ça, ça peut empêcher le stacking d'objets le long de la ligne de déploiement, c'est ça. Salut Noalak, tu arrives à la fin.